m'entend très bien comme ça? Super. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Céline Herrich, je suis doctorante au CRPCPO à l'Université de Picardie-Jules Verne. Ma thèse est co-dirigée par Béatrice Bourdin et Laure Hibernon. Je vais vous présenter aujourd'hui une revue de la littérature que nous avons réalisée pour identifier les pratiques pédagogiques visant à soutenir l'acquisition du langage oral des élèves avec troubles du développement intellectuel, qu'on va appeler TDI. Mon projet est inscrit dans le cadre du PIA 3, 100% IDT, inclusion, un défi, un territoire, qui a pour objectif, donc dans l'action 6, de concevoir un répertoire de ressources pédagogiques inclusives afin de répondre aux besoins d'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers et, dans un deuxième temps, tous les élèves. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de langage oral dans le cadre du TDI et quels sont les enjeux à l'école ? Eh bien, le TDI, c'est un trouble complexe à gérer dans les classes, vu les compétences cognitives et intellectuelles qui affectent tous les domaines de développement et d'apprentissage, notamment le langage. Le langage qui est en lien avec les compétences cognitives des enfants, et donc qui est affecté dans toutes ses composantes, dont la forme, le contenu, l'utilisation, et notamment la morphosyntaxe. Donc la morphosyntaxe, c'est la capacité de comprendre et de produire des phrases grammaticales à l'oral et des structures de phrases. Donc le langage, c'est un domaine de développement qu'on doit soutenir et développer tout au long de la vie de l'individu, et notamment à l'école, parce que le langage et la communication sont les piliers des apprentissages, de l'inclusion sociale, d'une bonne autodétermination et finalement d'une bonne qualité de vie. La recherche nous montre également que les interventions les plus efficaces sont globales et écologiques, notamment dans le cadre d'interventions préventives aux troubles du langage oral. Et à part la famille, à part les parents, ce sont les enseignants qui passent le plus de temps avec les élèves à l'école. Et donc, ce sont les enseignants qui sont amenés à mettre en œuvre des méthodes pédagogiques efficaces pour soutenir le langage oral des élèves avec TDI, sauf qu'ils font face à plusieurs défis, dont le manque de données probantes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour soutenir donc le langage des élèves, l'accès limité aux ressources dans les écoles auxquelles ils font face et plusieurs limites de leur formation. Ils font également face à une hétérogénéité importante des profils langagiers, cognitifs et comportementaux qu'ils rencontrent dans les classes, ce qui rend la tâche de proposer des interventions efficaces à leurs élèves d'autant plus difficile. C'est pour cela qu'on a réalisé donc une revue de la littérature qui vise à identifier les interventions en langage oral utilisées auprès des élèves avec TDI dans tous les contextes éducatifs, afin de mettre en évidence l'efficacité de ces interventions et explorer les facteurs qui influenceraient l'efficacité donc en termes de dosage, de stratégie d'intervention, de domaine langage ciblé, ainsi de suite. Donc nous avons réalisé une revue systématique dans plusieurs bases de données comme Web of Science, PsycArticle, PsycInfo, PubMed, en utilisant des mots-clés en anglais et en français, basés sur 4 critères. Le premier, donc, relatif au diagnostic, le deuxième, relatif à la dimension langagière, le troisième, relatif à la dimension éducative, intervention pédagogique, et le quatrième critère, relatif au contexte éducatif. Pour sélectionner donc, les études, nous sommes basés sur des critères d'inclusion spécifiques. Au niveau de la population, donc, nous avons retenu les études visant des enfants et adolescents scolarisés qui ont un TDI, avec des étiologies génétiques et environnementales. Les intervenants devaient être des enseignants expérimentateurs ou assistants aux enseignants dans des classes, dans tout contexte éducatif. Et les interventions devaient avoir comme objectif de travailler un ou plusieurs domaines langagiers à l'oral. Donc nous avons pu identifier 931 articles, dont 887 ont été exclus pour cause de doublons ou non-respect des critères d'inclusion. Nous avons donc évalué en texte intégral 44 articles pour en retenir à la fin 14 qui respectaient donc nos critères d'inclusion. Pour les résultats, je vais vous les présenter en 3 parties. La première partie concernera les types d'interventions identifiées. Donc, en ce qui concerne les participants dans nos études, nous remarquons une hétérogénéité importante. Donc, par exemple, au niveau de la taille des échantillons, eh bien, ça varie de l'étude de cas jusqu'à l'étude à plus grande échelle. Les niveaux et classes d'âge des élèves dans les études sont variés, avec les élèves d'école élémentaire qui sont les plus étudiés. Les diagnostics de TDI varient de léger à sévère et ces élèves sont scolarisés dans des structures spécialisées ou dans des écoles inclusives.
Donc cette hétérogénéité fait qu'il nous est très difficile de comparer l'efficacité de ces interventions. Ensuite, je vais vous présenter les interventions identifiées par domaine langagier. En ce qui concerne la phonologie ou la production phonologique, eh bien, elle a été abordée dans 2 études qui sont qualitatives à très petit effectif. Donc, on ne peut pas vraiment donc, analyser l'efficacité de ces interventions. Les participants donc, ont un TDI moyen à sévère. Et donc, les méthodes identifiées sont plutôt donc, des méthodes naturelles. Donc, les enseignants, pour soutenir les productions phonologiques de leurs élèves, auraient tendance à utiliser des méthodes comme la répétition d'une production, par exemple, d'un mot erroné, le modeling, qui est en fait le fait de donner la forme phonologique correcte, donc la production phonologique correcte du mot, à l'enfant avant qu'il le répète. Et ils auraient tendance aussi à utiliser des signes ou des gestes qui correspondent à des sons qu'on veut mettre en évidence, qui seraient mal produits par l'enfant, comme par exemple les gestes Borel-Mésoni. Si on prend l'exemple du mot vélo, le « le » serait mal prononcé, et donc l'enseignant utiliserait le geste « le » pour mettre en évidence donc, la bonne production de ce mot. En ce qui concerne le lexique ou le vocabulaire, il a été abordé dans 6 études. Les interventions donc, visant à développer le vocabulaire de ces élèves auraient la particularité d'être explicites. Donc, par exemple, les enseignants auraient tendance à introduire du nouveau vocabulaire par thématique, dans plusieurs contextes, donc dans plusieurs situations, comme par exemple à travers des jeux de loto, de mémorisation, à travers des cartes de vocabulaire, et en utilisant des moyens multimodaux de présentation de l'information. Donc en utilisant plusieurs supports, que ce soit à l'oral, sur des supports imagés ou à l'écrit. La durée et la fréquence des interventions varient énormément. Donc les effets de ces interventions varient entre faibles à modérés, mais sont significatifs pour le vocabulaire enseigné, puisqu'il y aurait un faible transfert vers des mots non enseignés et pas de transfert vers des mesures standardisées du langage oral. En ce qui concerne la syntaxe, eh bien, elle a été abordée dans 8 études et les enseignants utiliseraient également des interventions plutôt explicites. Donc, par exemple, ils auraient tendance à expliquer une règle grammaticale à l'oral avant d'introduire une nouvelle structure syntaxique, d'une manière multimodale également. Donc, ils utiliseraient l'oral, des supports imagés, l'écrit, des pictos, des codes couleurs. D'une manière répétitive, donc chaque structure syntaxique serait présentée plusieurs fois et dans plusieurs contextes, par exemple à travers des lectures partagées ou bien des jeux de faire semblant, etc. Les effets de ces interventions sont significatifs, mais uniquement pour les éléments enseignés, puisqu'il y aurait un faible transfert aux éléments non enseignés, pas de transfert vers des mesures standardisées du langage oral et un maintien des acquis jusqu'à 14 semaines pour les éléments enseignés. Et finalement, donc, concernant la narration, eh bien, elle a été abordée dans 3 études. Les interventions visant à développer la narration chez les élèves seraient plutôt explicites. Donc, par exemple, les enseignants auraient tendance à mettre en évidence les différentes parties du récit, comme par exemple l'introduction, le corps du sujet, la conclusion, en utilisant des supports multimodaux, comme par exemple les frises chronologiques, les codes couleurs. Les effets de ces interventions seraient faibles à modérés pour la micro- et macrostructure. Donc la macrostructure, c'est la structure externe du récit, les différentes parties d'un récit. Et la microstructure, c'est la longueur moyenne des énoncés, les différents mots utilisés, les temps verbaux, les connecteurs. Il n'y aurait pas de transfert non plus vers des mesures standardisées du langage oral dans ces interventions, mais un maintien des acquis jusqu'à 1 mois après intervention. Donc, quelle est l'efficacité réelle de ces interventions ? Eh bien, toutes les interventions sélectionnées ont réussi à enseigner les composantes langagières ciblées, ce qui renforce l'intérêt de développer des capacités d'apprentissage chez les enfants avec TDI, et donc ce qui renforce d'autant plus l'intérêt de l'inclusion de ces enfants dans les classes. Mais il y aurait toujours des difficultés au niveau du maintien et de la généralisation, puisqu'il y aurait un manque de données sur le maintien à moyen et à long terme des acquis, et quand il y a un maintien des gains, eh bien, il y a pas ou peu de transfert vers des mesures standardisées du langage oral ou vers des compétences fonctionnelles langagères. Les interventions qui ont été les plus réussies sont explicites, systématiques, intensives et multimodales. Ces résultats devraient être pris avec précaution, je tiens à le dire, parce que l'effectif est très réduit dans les études. Le nombre d'études qu'on a sélectionnées est très réduit. Et comme on l'a dit précédemment, eh bien, la population
de ces études sont très hétérogènes. Donc, c'est à prendre avec précaution. Pour aller plus loin, nous avons donc exploré les facteurs qui influenceraient l'efficacité de ces interventions. Nous avons pu identifier 3 facteurs relatifs au dosage, aux modalités de présentation et aux caractéristiques des informations. Donc, au niveau du dosage, les interventions les plus réussies avaient la particularité d'être fréquentes et intensives. Par exemple, si un enseignant veut introduire la phrase simple sujet-verbe, eh bien, il va l'introduire plusieurs fois. Par exemple, si on utilise la phrase « papa chante », eh bien, elle va être répétée plusieurs fois dans la classe d'une manière intensive, dans plusieurs contextes, en variant par la suite les mots utilisés pour produire cette structure de phrase. À la place de papa chante, eh bien, on va dire la fille mange, le chat marche, ainsi de suite, en utilisant des moyens multimodaux, comme on l'a dit, donc à l'oral, à travers des supports imagés, à l'écrit, en utilisant des moyens explicites qui sont la reformulation, le modeling, etc. Donc ces éléments-là, eh bien, ils vont dans le sens de méthodes evidence-based qu'on retrouve notamment en orthophonie, donc, qui repose sur la répétition, l'introduction de plusieurs méthodes d'information, etc. Ces éléments-là vont aussi dans le sens de la conception universelle des apprentissages, qui se base aussi sur la présentation d'une nouvelle information dans plusieurs contextes, d'une manière répétitive, avec plusieurs supports. Mais on a aussi identifié des limites, notamment au niveau du transfert et de la généralisation des acquis, qui seraient en lien avec les particularités cognitives justement des élèves avec TDI, notamment au niveau de la mémoire de travail, la mémoire à court terme, qui vient entraver le transfert des acquis. Donc c'est pour cela qu'on pourrait s'orienter plutôt vers des méthodes implicites qui se basent donc sur les éléments qu'on a cités, comme par exemple la fréquence, l'intensité, la variabilité et la multimodalité, et qui se basent également sur des mécanismes d'apprentissage qui seraient moins influencés par le QI et l'âge, donc ce qui serait intéressant dans notre population, en réduisant la charge cognitive, notamment en mémoire de travail, et assurer un meilleur transfert. Pour cela, je vais vous présenter l'exemple de l'utilisation du paradigme d'amorçage syntaxique. Alors, qu'est-ce que c'est l'amorçage syntaxique? Pourquoi on en parle ici? C'est le fait donc d'écouter ou de répéter des images amorces avant de décrire de nouvelles images, sans rapport avec la phrase répétée, ce qui permettra à un individu ou à un enfant de produire des structures de phrases qu'il n'aurait pas produit spontanément. Je vous donne un exemple ici. Donc, on va parler d'amorce et de cible. Donc, l'amorce, c'est l'image qu'on va présenter à un enfant qui peut être décrite par une structure cible qu'on va entraîner. Ici, l'amorce, c'est l'image inférieure, en bas. La structure cible serait sujet, verbe, objet. Okay. Là, on a le chien regarde le papillon. Donc, on va produire cette phrase sur la base de cette image, et puis on va présenter l'image amorce, donc l'image du haut, à l'enfant, qu'il aurait tendance à décrire plutôt avec la structure de phrase qu'il a écoutée précédemment. Sujet, verbe, objet, la vache pousse la fille. Donc de cette façon, on active une structure syntaxique qui n'aurait pas été utilisée spontanément par l'enfant à travers cet effet d'amorçage. Cet effet d'amorçage est également intéressant puisqu'il se base sur les éléments qu'on a cités plus tôt. Donc la multimodalité, puisque chaque structure de phrase sera écoutée et puis vue sur support imagé. Chaque structure de phrase sera également présentée plusieurs fois d'une manière fréquente, en variant au fur et à mesure les mots utilisés pour produire cette structure de phrase. Ce paradigme aussi se baserait sur la notion de progressivité. Donc on commencerait par des phrases simples, des structures simples, et puis on complexifierait au fur et à mesure. L'efficacité de ce paradigme a été démontrée notamment auprès d'adultes et d'enfants qui ont des troubles et qui n'ont pas de troubles, mais pas encore chez des enfants avec TDI. Mais nous savons que 3 facteurs ont été identifiés dans la littérature qui influencent l'effet d'amorçage, qui sont les connaissances lexicales, les compétences syntaxiques et la mémoire phonologique à court terme. Sauf que nous savons aussi que ces éléments-là sont particulièrement altérés chez les enfants avec TDI. Donc il serait important d'adapter cette tâche pour que ces élèves bénéficient de l'effet d'amorçage. Nous avons en ce moment des pistes de réflexion donc, pour adapter cette tâche. Par exemple, nous proposons d'augmenter le nombre d'amorces qu'on va présenter à l'enfant par structure de phrase pour qu'il puisse donc acquérir et produire ces structures de phrases plus facilement.
Nous proposons aussi d'adapter l'ordre de présentation donc, des amorces et des cibles. Par exemple, on pourrait présenter plusieurs amorces avant de présenter la cible, ou bien utiliser donc, le même matériel linguistique entre l'amorce et la cible, répéter le même mot entre l'amorce et la cible pour plus facilement activer donc, la structure cible. Mais ça reste des pistes de réflexion, on n'a aucune donnée dessus. Donc voilà, nous sommes en train de créer actuellement un outil pédagogique pour soutenir le langage des élèves avec TDI qui reposerait donc sur l'effet d'amorçage syntaxique. Cet outil donc, sera ludique et il est en train d'être construit en collaboration avec des enseignants et il va être évalué sur une année scolaire. Il aura la particularité d'être modulable et adaptable en fonction des besoins à la fois des élèves et des enseignants. Donc il ciblera la composante morphosyntaxique qui va venir donc combler le manque de ressources disponibles pour soutenir le langage oral des élèves avec TDI et finalement favoriser une meilleure inclusion de ces élèves-là, mais aussi d'élèves qui auraient des troubles du langage, qui ne seraient pas associés à des compétences cognitives affectées ou un trouble de développement intellectuel. Voilà, merci. Alors, bonjour à vous. Je m'appelle Paola Molina et je suis professeure à l'Université des études de Turin. Et je présente ici un travail qui a été fait pour la plupart par Tiziana Bronte, qui est une logopédiste qui travaille à Padova. Excusez-moi, il faudrait parler dans le micro. Ah, vous n'entendez pas? Ça va? Oui. Ok. D'accord, c'est pas grave pour la... Oups. Comment on peut... Voilà. Alors, ce travail concerne un training par les méthodes baby-signe qui a été fait avec des parents d'enfants trisomiques. Et les enfants trisomiques ont été choisis puisqu'ils ont des difficultés de langage qui ne correspondent pas toujours aux compétences cognitives, au niveau de développement cognitif. Donc, on pensait d'aider ces enfants avec des outils de communication gestuelle qui n'impliquent pas le langage oral. Le Baby-Signe, c'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années et est ciblé sur la formation des parents ou des éducateurs pour introduire des gestes, des signes dans la communication avec les bébés. Donc, nous avons choisi ce type d'intervention pour soutenir le développement communicatif des enfants trisomiques. Nous allons présenter ici le résultat de la première tranche de ce travail concernant l'effet de l'intervention sur le premier groupe d'enfants. Et nous voulons voir si, en effet, le training fait avec les parents aidait la communication parent-enfant, en particulier le développement de l'attention conjointe. Alors, notre échantillon est assez réduit, mais on a essayé de balancer l'âge des enfants. Et le premier groupe, le groupe expérimental, a suivi un training, un workshop baby-signe très contenu, mais individualisé, tandis que le groupe de contrôle n'a rien fait dans le même temps. Nous avons utilisé beaucoup d'outils d'évaluation, mais la présentation est axée sur le questionnaire sulla comunicazione sociale precoce, le questionnaire sur la communication sociale précoce, qui est issu
de l'échelle sur la communication sociale précoce de Guidetti et Tourette, qui peut-être quelqu'un d'entre vous connaît, et qui a les mêmes structures théoriques, les mêmes hypothèses théoriques, et donc évalue 3 fonctions interactives: l'interaction sociale, l'attention conjointe et la régulation du comportement, dans 5 niveaux de développement qui sont les niveaux hypothisés par Fischer, qui est néopiagétien, et en même temps évalue le rôle de l'enfant, c'est-à-dire si l'enfant répond, maintient la communication ou initie la communication. Et la cotation est faite en termes de niveau optimal et niveau moyen selon l'hypothèse de Fischer d'un niveau supérieur optimal des compétences de l'enfant et un niveau fonctionnel, c'est-à-dire les niveaux que les compétences sont mises en place selon la stimulation du milieu. Alors, ça c'est en italien, je m'excuse. Les items de l'échelle sont comme ça et les items du questionnaire sont des questions pour les parents qui reprennent exactement les situations de l'échelle d'observation. Alors, nous avons utilisé un dessin de recherche séquentiel. C'est la première partie que je vous présente. C'est-à-dire qu'on a fait une évaluation avant le training, une évaluation 3 mois après et une autre 6 mois après. Et on prévoit d'avoir une autre tranche d'activité, un training pour le groupe de contrôle et une évaluation ensuite. Ça, c'est à venir, mais ça permettra d'avoir un échantillon de 20 enfants pour évaluer l'effet du training et de tester ce qui se passe simplement pour le développement qui est dû à l'âge et l'effet que le training a un effet qui dure dans le temps. C'est un dessin que je crois très intéressant pour ce type de recherche qui ont en général des échantillons réduits et qui requièrent une intervention sur les groupes de contrôle aussi pour des questions éthiques. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé des faits significatifs des comparaisons, bon, bien sûr, à la première observation, T0, puisqu'on s'attendait d'avoir des groupes plus ou moins équivalents. Cependant, il y a un certain effet sur l'interaction sociale qui est plus haut, un peu plus haut, dans les groupes contrôle. Pas significatif, c'est pas significatif la différence, mais c'est pas transcurable. Et si vous voyez, voilà, les niveaux moyens des deux groupes sont substantiellement équivalents. En première observation, 3 mois après le training, nous n'avons pas trouvé de différences significatives, mais le groupe c'est petit et cependant, sous l'interaction sociale, l'avantage du groupe contrôle se maintient et croît. Et les échantillons moyens niveau de deux groupes sont ceux-ci, et vous voyez c'est à peu près le même niveau médian. À T2, donc 6 mois après, nous trouvons un effet pas significatif encore, mais ça c'est dû à la taille de l'échantillon. Mais
pas transcurable, c'est-à-dire que le D de Cohen est assez important et cette fois à faveur du groupe expérimental. Donc, et voilà, vous voyez qu'il y a une certaine amélioration du groupe expérimental. Alors, nous avons essayé de voir s'il y a un train différent dans le développement des deux groupes, étant donné qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Et nous avons trouvé en effet ce que nous attendions pour l'effet de l'âge, c'est-à-dire qu'en 6 mois, nous trouvons des différences significatives pour toutes les observations. Et Et ces différences sont significatives presque pour tous les passages et les évaluations. Mais surtout, sur le groupe total, nous avons une très haute corrélation entre les épreuves, excepté pour l'attention conjointe entre T1 et T2, qui est plus bas et n'est pas significatif. Mais si on considère le niveau total, on trouve une corrélation qui est toujours haute et significative. Mais si nous allons voir les deux groupes séparément, nous trouvons que le groupe contrôle n'a pas d'effet significatif, sinon entre les premières évaluations avant le training et la deuxième à 6 mois de distance pour le niveau total. Tandis que dans le groupe expérimental, nous avons beaucoup d'effets significatifs dans les passages d'une observation à l'autre. Je vous montre juste un exemple. C'est le niveau moyen d'attention conjointe qui est meilleur pour le groupe de contrôle, mais cette différence n'est pas significative, tandis que pour le groupe expérimental, il y a une différence significative, même si la taille est très petite, entre la première observation et la troisième. Donc l'évolution des deux groupes est différente. Et cela, on le voit aussi sur les profils individuels, qui, je ne sais pas si on peut voir quelque chose, mais dans les groupes expérimentaux qui est en rose, il y a presque toujours des profils qui croissent, tandis que dans le groupe contrôle, sont plutôt stables. Et d'une façon totalement qualitative, c'est-à-dire nous avons essayé de voir le groupe qui avait les scores plus hauts dans les 3 évaluations. Donc la première évaluation, c'était surtout les scores. Le groupe contrôle, dans la deuxième, c'était moitié-moitié, et dans la troisième, c'était le groupe expérimental. Donc, au niveau vraiment qualitatif, puisque ce sont des différences très petites, il y a però systématiquement un déplacement envers le groupe qui a fait le training. Et la prochaine évaluation, on s'attend de retourner à une situation comme ça. Alors, lorsqu'on compare les deux groupes, nous n'avons pas trouvé de différence apparente entre les deux groupes.
Cependant, certaines différences sont importantes. Pas de différences significatives, mais consistantes. Lorsque nous allons analyser le changement, il y a une augmentation des scores pour l'ensemble du groupe qui est attendue en fonction de l'âge. Toutefois, dans le groupe contrôle, l'évolution est moins évidente et pour la plupart n'est pas significative. En plus, les profils individuels n'augmentent pas pour tous les enfants. Dans le groupe expérimental, au contraire, l'évolution est pour la plupart significative et les profils individuels augmentent presque pour tous les enfants. Et au niveau qualitatif, la moyenne change systématiquement en faveur du groupe expérimental. Les limites de nos travail et nos perspectives de recherche, l'échantillon est réduit et surtout n'est pas du tout homogène. On verra avec la prochaine observation si les résultats se maintiennent dans la direction que nous avons hypothisée. Et puis, il faudra encore analyser séparément les données des enfants plus petits qui n'utilisent pas du tout le langage ou qui l'utilisent partiellement, et les enfants plus grands qui ont déjà une certaine capacité langagière. Merci aux enfants, aux parents et merci à vous. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc je suis Amandine Hippolyte, doctorante en psychologie au CRP-CPO à l'Université de Picardie Jules Verne. Donc je vais vous présenter une revue systématique, donc les processus phonologiques chez les personnes avec syndrome de Williams, qui s'inscrit donc dans le cadre de ma thèse, qui est sous la direction donc, de Laure Hibernon et la codirection de Steve Magérus, qui est donc financée par l'ANR et qui fait partie plus globalement du projet Sounds. Projet Sounds, du coup, qui réunit plusieurs partenaires scientifiques, dont l'Université de Rennes 2, l'Université de Liège, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le CHU d'Amiens-Picardie, donc avec le GRAMF, qui est un laboratoire de recherche, et le Centre de référence des maladies rares. Donc, si jamais vous n'êtes pas trop familier avec le syndrome de Williams, voilà un petit rappel. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique qui est considéré donc comme un syndrome génétique rare parce qu'il touche donc ça dépend des études, un enfant sur 7500 à un enfant sur 20 000. Donc, en France, ça fait à peu près 3000 personnes qui ont le syndrome en France. Donc, c'est un trouble du développement, ça entraîne un trouble du développement intellectuel léger à modéré et une hyperacousie, donc c'est-à-dire que très régulièrement, on retrouve une sensibilité particulière au son. Donc, ce qui est très intéressant dans ce syndrome, c'est que le langage semble préservé en apparence. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez discuter avec un enfant ou un adulte qui a un syndrome de Williams et ne pas vous rendre compte de prime abord que cette personne a potentiellement un TDI. Donc, on s'est posé la question, pourquoi ce langage semble préservé? Donc, l'une des hypothèses serait que ces enfants auraient une bonne mémoire phonologique à court terme, donc qu'ils mémoriseraient plus facilement la forme phonologique des mots au détriment la forme phonologique des mots serait mieux apprise que le sens des mots. Donc en lisant un peu, je me suis posé la question, qu'en est-il des autres processus phonologiques et est-ce que la mémoire phono à court terme est semble bonne. Donc, vu l'hétérogénéité des résultats, on s'est dit que ça serait bien de faire une revue systématique pour essayer de recouvrir le plus d'informations possible. Et donc, on a cherché à évaluer les processus phonologiques qui vont des processus les plus perceptifs, donc notamment avec la perception auditive, aux processus les plus poussés cognitivement, notamment donc les fluences phonologiques. Et on s'est posé la question, est-ce que ça ressort comme une force ou une faiblesse du profil cognitif? Donc le recueil de données, on avait deux critères principaux, donc qui sont les différents processus évalués, ainsi que donc le critère qui est syndrome de Williams. Et on avait trois critères de sélection. Donc les études devaient inclure au moins bien sûr une personne avec un syndrome de Williams et cette personne devait être comparée à des normes existantes ou à un groupe contrôle.
la majorité des diagnostics devaient être posés avec un test FISH, donc c'est-à-dire un test génétique. Et donc dans ces études, il devait y avoir l'évaluation d'au moins un des processus présentés précédemment. Et nous n'avons pris que des articles, enfin, des données publiées dans des articles à comité de lecture. Donc on a identifié 723 articles pour au final en retenir 81 qui ont été répartis dans les différents processus. Donc on va commencer avec le seuil d'audition. Pour vous présenter rapidement le petit tableau qui sera le même à chaque fois pour chaque processus, on a retenu 8 études avec donc des échantillons des enfants avec syndrome de Williams qui vont de 17 à 53. Ici, on n'a qu'un seul groupe de comparaison, donc il y a un groupe au développement typique qui sont donc appareillés sur l'âge chronologique des enfants avec syndrome de Williams. Donc ce qui ressort, c'est qu'il y a une hyperexcitabilité des nerfs auditifs, donc qui pourrait entraîner une perte auditive, donc une surdité légère dans les hautes fréquences, donc dans les sons aigus, et ça a été retrouvé dans les cas d'hyperacousie. Quand on a des cas d'hyperacousie, cette surdité légère est retrouvée. Donc déjà, on a une sensorialité atypique au niveau de la perception des sons. Donc la discrimination acoustique, c'est le fait de dire si des sons qui ne portent aucune information langagière sont semblables ou différents, donc par exemple des notes ou des rythmes. Donc là, les performances sont inférieures à l'âge chronologique, mais elles semblent identiques à ce qui est attendu pour leur âge de développement quand on compare avec des enfants avec syndrome de Down ou à développement typique. Donc c'est ce qui serait attendu pour leur âge de développement. Donc on s'est posé la même question pour la discrimination phonologique, où là c'est le fait de dire si des sons composés de phonèmes sont semblables ou différents. Donc encore une fois, c'est inférieur à ce qui est attendu pour l'âge chronologique. Et par contre, on a une grande variabilité quand on compare à l'âge de développement, parce qu'on a des enfants qui ont une discrimination phonologique correcte, et dans d'autres études, la discrimination phonologique est très déficitaire. Donc là, on pense qu'il y a peut-être des enjeux méthodologiques, notamment en plus, on n'a que 3 études sur lesquelles s'appuyer, donc c'est l'un des processus sur lesquels il faut continuer à étudier. Donc la perception catégorielle, c'est le fait de catégoriser donc, des sons de la parole. Donc quand un enfant naît, il est sensible à des indices acoustiques et des contrastes phonétiques pour toutes les langues du monde. Et en fait, son cerveau, au fur et à mesure, va se spécialiser dans sa langue maternelle et il va devenir de plus en plus sensible aux indices de sa langue et de moins en moins sensible aux indices des autres langues. Ce qui a été retrouvé donc, chez 4 enfants parmi 6 enfants avec syndrome de Williams, c'est qu'on a une sensibilité accrue donc, à ces indices acoustiques et ces contrastes phonétiques qui sont donc non pertinents pour le langage. Comme si le cerveau s'était spécialisé de manière différente. Donc ça nous aide, ça nous montre déjà que le langage, il est perçu de manière atypique. Au niveau donc, des représentations phonotactiques, donc une fois que ces sons ils ont été catégorisés, on les a en mémoire, on les a stockés en mémoire. Donc cette organisation des sons, elle semble être au niveau de leur âge de développement. Par contre, on a une grande variabilité interindividuelle. Un des problèmes avec l'évaluation des représentations phonotactiques, c'est qu'elle se fait de manière indirecte. Donc je vais vous faire travailler un petit peu. Répétez après moi. Bifona gontezin. Normalement, ça va à peu près... vous n'avez pas rencontré trop de difficultés particulières. Maintenant, on va faire la même chose. Écoutez encore bien. Vluploskan gloudrepra. De suite, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ce sont des représentations phonotactiques, consonne, consonne, voyelle, qui sont beaucoup moins fréquentes dans notre langue comparée donc juste à l'association consonne-voyelle. Donc c'est comme ça en fait que l'organisation des représentations phonotactiques est étudiée et donc c'est une méthode plutôt indirecte. Donc je n'ai pas la solution, mais il faudrait réfléchir peut-être à de nouvelles méthodologies. On arrive maintenant donc à la conscience phonologique, donc c'est le fait d'avoir conscience que les mots sont composés de sons manipulables qu'on peut enlever, remettre, intervertir.
Donc là, ça correspond à ce qui est attendu pour leur stade de développement quand on compare à des enfants avec syndrome de Down, et les performances sont même voire meilleures que ces enfants donc, avec syndrome de Down. Donc peut-être qu'on a déjà un premier indice de pourquoi le langage semble préservé. Quand on compare donc à des enfants à développement typique, la conscience phonologique semble correspondre à ce qui est attendu pour leur âge de développement verbal. Et quand on a comparé à des enfants appareillés sur l'âge de développement non verbal, les enfants avec syndrome de Williams avaient parfois même de meilleures performances. Donc il semble avoir donc cette dissociation entre l'âge de développement verbal et l'âge de développement non verbal pour la conscience phonologique. Par contre, on s'est posé la question de l'impact de la tâche et du type de tâche et de la complexité de la tâche de conscience phonologique. Et ça, par contre, il ne semble pas y avoir de différence selon les tâches utilisées. Donc, on en arrive à la mémoire phonologique à court terme, mémoire de travail auditif au verbal. Donc, c'est clairement là où on a le plus d'hétérogénéité au niveau des méthodologies. Donc, c'est le fait de répéter dans un certain ordre une séquence de phonèmes qui forment ou non des mots. Biphonagontosien, ce n'est pas un vrai mot, pourtant, c'est considéré comme une tâche de mémoire phono à court terme. Donc là, les performances sont inférieures à ce qui est attendu pour leur âge chronologique. Elles semblent correspondre à leur âge de développement non verbal et âge de développement non spécifié. Et ce qui commence à nous questionner, c'est que là, par contre, c'est inférieur à ce qui est attendu pour leur âge de développement verbal. Donc c'est l'inverse de la conscience phono. Donc là, déjà, on peut se dire de prime abord, ça ne correspond pas trop à une de nos hypothèses, qui est que la mémoire phono à court terme peut être l'une des explications de ce bon langage. Sauf que quand on compare à des enfants qui ont d'autres syndromes génétiques ou des difficultés d'apprentissage, là, les enfants avec syndrome de Williams ont de meilleures performances. Donc, encore une fois, ça peut, en fait, selon le regard qu'on a, selon la comparaison qu'on utilise, ça peut ressortir, donc pas comme une force du profil cognitif, mais d'autres fois, ça semble être le cas, donc notamment avec les autres syndromes génétiques. Encore une fois, le type de tâche ne semble pas avoir d'importance. On retrouve le même pattern de résultats, peu importe le type de tâche. Et enfin, donc, on en arrive aux fluences phonologiques. Donc, c'est le fait de donner le plus de mots possible qui commencent donc, par un son donné. Et là, les performances semblent être au niveau de ce qui est attendu pour leur âge de développement. Donc, ce qui ressort, c'est clairement une hétérogénéité au niveau des méthodologies, mais également au niveau des groupes de Williams. Donc, on n'a pas de force ni de faiblesse explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun processus qui est bien meilleur que ce qui est attendu pour leur âge chronologique, et il n'y a aucun processus qui semble être extrêmement déficitaire non plus. Par contre, donc, on retrouve une atypie sensorielle qui donc, peut jouer sur ces discriminations acoustiques et phonologiques, d'autant plus qu'on sait que les enfants semblent avoir une catégorisation des sons du langage atypique. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de coupler les études cognitives comportementales avec des études en neuroimagerie, parce qu'on s'est rendu compte que même si le comportement semble, l'enfant semble bien réussir à une tâche, en fait, l'activation cérébrale est atypique. Donc, ça peut nous donner de nouvelles clés de lecture. Donc, il semble ressortir une bonne conscience phonologique dans ce syndrome, ce qui donc, est moins le cas, notamment quand on compare au syndrome de Down. Donc, ça pourrait expliquer que en fait, on a une meilleure stabilité phonologique de la langue dans ce syndrome comparé aux enfants avec syndrome de Down. Encore une fois, donc je le rappelle très rapidement, on a une mémoire de travail auditivo-verbal qui questionne parce que les performances sont meilleures quand on compare à des enfants avec d'autres syndromes génétiques ou des difficultés d'apprentissage, mais elles sont moins bonnes comparées à ce qui est attendu pour leur âge de développement verbal. Après, comme on compare à des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ils ont dans tous les cas un meilleur QI. Ils n'ont pas de TDI. Donc, pourtant, ces enfants avec syndrome de Williams, ils
il performe mieux sur ces tâches-là. Donc, ça peut nous donner une piste de pourquoi le langage semble meilleur. Et finalement, donc, on a une bonne fluence phonologique, c'est-à-dire que le lexique mental semble organisé correctement et l'accès à ce lexique mental via les représentations phonologiques semble correct. Donc, encore une fois, peut-être une piste de pourquoi ce langage semble préservé. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer tout ça en termes de profil cognitif et de trajectoire développementale, parce que dans ce syndrome génétique, on retrouve beaucoup de variabilité interindividuelle. Et donc, ça nous permettrait de voir l'impact des processus les plus sensoriels sur le développement des processus cognitifs à plus long terme. Voici quelques références et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.